Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avec Nous sommes plaisir. où alors, Dominique Tapie? Nous sommes aux éditions de l'Observatoire, avec une vue magnifique. Et j'avoue que c'est un peu mon deuxième bureau en ce moment. Je passe ma vie ici, parce que je donne tous mes rendez-vous là. Et puis il y a une histoire aussi avec Muriel Beyer. J'ai une amie qui me demande, quand je lui fais part de mon intention d'écrire un livre, tu vas éditer chez qui? Et elle me conseille, elle me dit, tu sais, tu devrais aller aux éditions de l'Observatoire, c'est la Rolls-Royce des éditions. Et elle me donne un nom, c'est Muriel Beyer, et ce nom me parle, me dit quelque chose. Bon, j'appelle Muriel, on convient d'un rendez-vous à la closerie des Lilas en face, et là, quand je suis en face d'elle, je la reconnais, je lui dis, mais vous veniez souvent à la maison, je vous voyais avec Bernard. Mais bien sûr, c'est moi qui ai édité ces 2 derniers livres. Elle m'a raconté que Bernard s'était confié à elle, à mon sujet, qu'il avait dit des choses très justes mais très gentilles. Et bref, on a convenu que je ferais mon livre chez elle. Et quelque part, je me dis que c'est presque comme si de là-haut, j'avais pris un relais avec elle. Dominique Tapie n'a pas l'habitude de répondre à des interviews. Pendant des années, elle a privilégié la discrétion et s'est levée dans l'ombre de son époux, l'ancien patron de l'OM. Plus d'1 an après la disparition de ce dernier, elle a décidé de raconter leur itinéraire commun dans son livre « Bernard, la fureur de vivre », publié aux éditions de l'Observatoire. Elle nous reçoit à l'abri des murs de sa maison d'édition pour évoquer ce jour de février 1997 où sa vie a basculé. Elle prend une grande inspiration avant de relater ces instants douloureux où Bernard Tapie, condamné pour ses affaires, a rejoint les murs de la prison de la Santé. Ça a été épouvantable parce que j'ai dû emmener Sophie au ski. Je suis partie de Paris. Bernard nous a dit au revoir. Tout ça a été préparé, mais j'avais quand même ma petite fille qui avait 9 ans. Oui, elle devait avoir 9 ans à l'époque. Et je suis arrivée à Orly, je m'en souviens, et il fallait que je lui évite de voir les kiosques, parce qu'il y avait son père faisait la une, avec des titres évidemment racoleurs, Tapie en prison, Tapie incarcéré. J'avais vraiment pas envie qu'elle voie ça. Donc je l'avais amenée chez des amis, les Caruel, à Super-Sauze, à Sauze, dans les Alpes de Haute-Provence. Et là, on était en autarcie totale. Elle n'a rien vu, rien compris. Bon, c'était très bien. Avant ça, quand le bruit a commencé à courir, la pression s'est faite très forte sur vous. Vous racontez des journalistes déguisés en postiers. Qu'est-ce qui s'est passé les jours qui ont précédé? Évidemment, oui, c'était un peu la lie. Les gens essayaient de forcer notre porte, mais on restait très, très discret, très soudés. Toute la famille a habité dans la maison, donc c'était facile de s'informer les uns les autres que celui-là n'était pas... Bon, on a évité tout ce genre d'incursion, bien sûr. Lorsque votre mari s'est présenté, il a voulu aller un peu avant ça, respirer l'air, hein, vous dites de... C'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane. C'est Stéphane. C'est Stéphane qui l'a emmené au bois. Et là, il a respiré à plein poumon. Le pauvre, il savait pas que il allait être dans une toute petite pièce et que dans une des prisons, il faudrait qu'il soit par terre pour inspirer l'air sous la porte. Lui qui était un électron libre, qui aimait tellement sa liberté, bouger, parler, ça a dû être épouvantable pour lui. Enfin, ça a été épouvantable. Et lorsque Stéphane, son fils, donc l'a accompagné et était évidemment en pleurs de voir se séparer comme ça de son père, qu'est-ce qu'il vous a dit, Bernard Tapie? Ça a été épouvantable. Épouvantable parce qu'il avait honte de nous infliger tout ça. Et il me l'a dit en partant. Et en plus de voir Stéphane debout, qui le regardait rentrer dans le fourgon, c'est une image qui lui est restée à vie. La première fois où vous lui rendez visite à la prison de la Santé,
il pense à vous, hein. Il s'excuse. Racontez-nous un petit peu la scène. Déjà, encore une aventure inattendue. Donc oui, on passe l'état de contrôle. Et puis Bernard vient vers moi, il m'embrasse et il me dit « Excuse-moi, mais tu sais, on ne peut pas avoir une douche tous les jours. C'est 2 fois par semaine. Et peut-être je ne dois pas sentir bon. » Et alors il avait une mandarine, une clémentine. Et il m'a raconté qu'il avait écrasé la pulpe pour se parfumer avec, pour être décent devant moi. Alors je lui dis franchement, tu sais, je te prends tel que tu es, et puis en plus, il était parfait, il n'y avait pas besoin de tous ces artifices. Qu'est-ce qui était le plus dur dans cet enfermement pour lui ? Mais ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait besoin de bouger. Je le raconte dans le livre, sa mère me racontait qu'étant enfant, la maîtresse d'école l'attachait sur sa chaise. Alors à l'époque, ça ne se disait pas, mais je pense qu'il était hyperactif. Donc un hyperactif, c'était comme un lion en cage. Il était en plus à l'isolement, paraît-il, pour sa sécurité. Bon. Enfin, ça a dû être l'horreur. Il avait heureusement des avocats qui venaient le voir assez souvent, donc il lui permettait de sortir. Il a écrit un livre aussi avec sa secrétaire Muriel qui venait. Donc ça a été aussi une thérapie de pouvoir parler. Mais je l'imagine, il devait être fou. Il devait être fou. Il a réussi à vous appeler lors d'un transfert entre la santé et les Baumettes ? Exactement. Il avait été convoqué au tribunal. Donc on l'a fait venir, je crois que c'était de Luynes. Il me semble que c'était la juge Eva Joly. Donc elle l'a fait transférer en fourgon. Je crois que ça a pris 8 ou 9 heures. Arrivé à Paris, elle l'a fait rentrer dans son bureau. Ça a duré 5 minutes. Vous avez quelque chose à me dire de plus ou à rajouter ? Non, je ne peux pas vous dire. Merci, au revoir. Et il est reparti en faisant les 8-9 heures. Il était absolument épuisé. Et au cours d'une halte, il y a un des gendarmes, le voyant quand même pas très bien, il lui a dit « Écoutez, si vous voulez, je vous prête mon téléphone et vous pouvez appeler votre femme. » Voilà. Et là, il m'a dit 2 mots. Mais je ne sais pas qui était ce gendarme, mais c'est vrai que ça a été une bouffée d'oxygène, et pour lui et pour moi, qui n'avait aucune nouvelle. Vous avez eu peur pendant sa détention, vous racontez ces conditions de détention difficiles au Baumettes, notamment lorsqu'il arrive, il fait 40 degrés, c'est la canicule à Marseille. Et c'est là où il trouve une ficelle, une corde, comme ça, sur une étagère. Bon, quand j'ai appris ça, là vraiment mon sang n'a fait qu'un tour, et j'étais logée chez des amis, qui sont les anciens, c'est l'architecte naval de Phocéa, les Bigouins. Et quand je suis rentrée, j'étais vraiment révoltée. Et j'ai tout de suite téléphoné à la garde des Sceaux. Et je lui ai dit que si on le laissait dans ces conditions, je faisais une conférence de presse. Parce que, quand même, il ne méritait pas d'être traité comme un assassin ou un grand délinquant. C'était pas possible. Donc on m'a entendu. Là, cette fois-ci, je m'étais énervée. On m'a bien entendu. Et dans les 2 jours qui ont suivi, il a été transféré à Luynes, qui est quand même une prison moderne, propre. Les Baumettes, c'est une horreur. Hein. C'est vraiment une horreur. Oui, vous disiez, il était obligé de dormir par terre pour... Et oui, il s'allongeait sur le sol pour respirer à travers la porte. Mais les Baumettes, vous rentrez, c'est une monde dantesque. Vous entendez des lourdes portes, des verrous, des grosses clés qui font du bruit, des chaînes. Vous êtes dans un autre monde. Et il me racontait qu'il y avait des rats qui couraient, enfin, d'une vétusté. C'est pas très joli pour la France, ça.
Et lorsqu'il est arrivé à Luynes, il a été applaudi, acclamé par les détenus, et ça ne lui a pas fait plaisir. Ah non, ça ne lui a pas fait plaisir du tout. Je peux comprendre pourquoi il a été acclamé, parce qu'on était dans le sud, et puis l'OM avait le parcours que vous connaissez. Mais lui, ça l'a vexé. Ça l'a vexé parce qu'il m'a dit, il m'acclame comme un des leurs. Et je ne suis pas un délinquant, je suis désolé, je ne suis pas là pour ça. C'est un match de foot quand même qui m'a amené ici. Vous aviez des rituels à vous, secrets, une heure à laquelle vous pensiez? Oui, tous les soirs à 22h, on se connectait. Voilà, et on pensait l'un à l'autre pendant 5-10 minutes. Et ça l'aidait à tenir, et moi je n'ai pas dérogé à ce rituel. Il a trouvé du réconfort dans la foi aussi? Ah oui, complètement. Complètement. Ça a été une révélation en prison? Non. Non, il était déjà très... ça l'interpellait. Il voulait savoir, il voulait comprendre. Il avait des grandes discussions avec des prêtres. Mais je dois dire qu'en prison, oui, ça s'est décuplé. Il paraît que ça arrive à beaucoup de détenus aussi. C'est une aide. C'est quelque chose qu'il a gardé secrètement pour lui, ou il vous en parlait quand même? Ah non, il m'en parlait. Et puis il était extrêmement croyant. Il faisait sa prière tous les soirs. Il avait une croix qu'il ne quittait jamais. Et je raconte aussi dans le livre que quand Monseigneur Mouis de Notre-Dame de la Garde est venu lui rendre visite à Paris, peut-être une semaine avant qu'il ne parte, ils ont eu une grande conversation, et en sortant, il m'a dit « J'ai rarement rencontré une personne autant habitée, avec une foi aussi profonde ». Et c'est comme ça qu'a été décidé qu'il serait enterré à Marseille? Ben oui, je l'ai appris. Je l'ai appris à cette occasion parce que quand il est sorti de la chambre, je lui ai proposé un thé, on a bavardé un peu, et il m'a dit, Bernard m'a demandé de faire son homélie. Et là, je lui ai dit, mais son homélie, vous êtes à Marseille, et je pense qu'il va être enterré à Paris. Non, il m'a vraiment demandé, il veut être à Marseille. Et franchement, je regrette pas, parce que il a une place à part là-bas. On l'appelle le boss. Et quand j'y vais, à peu près une fois par mois, j'ai toujours des manifestations de sympathie, d'empathie, sa tombe est tout le temps fleurie, il y a des petits nounours, des écharpes. Il paraît qu'avant un match important, les supporters viennent. C'est incroyable, c'est incroyable. Cette ville est incroyable. Et il a été enterré avec une petite croix creuse, je crois. Oui, il avait toujours dans sa poche une croix dont le pied pouvait se dévisser. Et à l'intérieur, il avait mis les 4 noms de ses enfants et mon prénom. Et donc, quand on l'a mis en bière, il était normal qu'il parte avec cette croix. Donc, je lui ai glissé dans les mains. Et il avait une autre croix autour du cou que j'ai gardée, bien sûr. Mais comme ça, il est parti avec la famille. Lorsqu'il était, cet ancrage l'a aidé, lorsqu'il était incarcéré, il ne voulait pas que sa fille vienne le voir en prison. Comment il a vécu ça? Elle lui manquait énormément, mais c'est vrai qu'elle était petite. Et il avait peur qu'elle soit marquée par cet environnement. Et Sophie, quand même, au fond d'elle, elle est forte. Elle est forte. Donc on a décidé, on lui en a parlé, on a un peu tâté le terrain, et on lui a dit, est-ce que tu veux aller voir papa? Bon, il est dans un endroit où il est un peu enfermé, mais sans lui dire le mot prison. Et donc elle est venue le voir une fois. Bon, évidemment, il y avait des journalistes à la porte, je ne sais pas comment ils ont su. Mais ça l'a pas traumatisé, et lui, il était tellement content de la voir. Et la petite l'a bien pris, ça. Elle en parle assez... Enfin, elle en parlait assez facilement. Elle avait vu son papa.
C'est plus en rentrant à Paris qu'elle a... Parce que quand elle était à Marseille, ses 2 ans de scolarité à Marseille, les petits garçons se battaient pour lui porter le portable, son cartable. Elle était la fille du boss. Et alors là-bas, c'était la reine de Saba. Et quand elle est rentrée à Paris, forcément, c'était plus du tout la même chose. Elle était retournée dans son école du 7e. Et là, il y avait l'opprobre qui avait fait son œuvre. Et beaucoup de parents d'élèves leur avaient dit des choses pas très agréables. Et ils le lui répétaient à la récréation. Et je dis aussi que Richard Bohringer avait sa fille dans l'école, et avec sa femme, il venait vraiment ostensiblement vers moi, me dire bonjour, me prendre de mes nouvelles. Et ils ont été toujours très, très ouverts. Et ça, je dois dire, ce genre de petits gestes réconforte. Vous n'étiez plus Voilà. les parias de Saint-Germain-des-Prés dans leurs yeux, en tout cas. Exactement. D'autres amis sont venus. Vous parlez des Séguéla, vous parlez des Kouchner. Ah oui, ben Jacques, dès qu'il le pouvait, il prenait la parole dans les médias pour le soutenir. Bernard aussi, il est même venu, alors qu'il était ministre, il est venu le voir quand il était à la santé. Et oui, on a beaucoup de chance. Tous nos amis sont restés présents. Tous. Sauf un journaliste que je préfère ne pas citer. Voilà, journaliste de gauche, avec qui on partait en vacances, qui était... mais voilà, bon, c'est comme ça. Mais il y en a eu un sur tout le reste. Et François Mitterrand, jusqu'au bout, a aussi soutenu votre mari. Ah oui, c'est vrai. Il était très présent, et Dieu sait qu'il était mal. Il était vraiment sur la fin. Et il appelait tout le temps Bernard en lui disant « Tenez bon ». Enfin, il lui remontait le moral. Et le sachant, lui, dans cet état vraiment plus que précaire, dans un état très... Enfin, il était vraiment à 1 mois, 2 mois de partir. Et qu'il prenne la peine de prendre son téléphone et d'appeler Bernard et rester un bon moment pour lui remonter le moral, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas non plus. La jalousie, c'est quelque chose qui a été très fort dans votre couple. C'était aussi le cas quand il était en prison et plus tard aussi, vous le racontez? Non, pas en prison. Non, pas en prison. Il ne pouvait pas être jaloux en prison. Non, quand même, il me connaît. Non. Plus tard, oui, évidemment. C'était terrible, c'était maladif. Et c'est vrai qu'il a fait une dernière scène, une semaine avant son décès, parce qu'il a été très très mal. Donc j'appelle le médecin qu'on avait mis en place pour les urgences la nuit. Et il était 2h du matin. Et je soutenais Bernard, il avait sa perf, enfin bon. Il avait du mal à avancer. Et quand il a vu ce médecin, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Alors je lui dis « Bernard, on l'a appelé. Tu étais mal il y a 2 minutes. Toi, t'en as après ma femme. » Il n'a rien compris, ce pauvre homme. Alors je lui ai fait un signe « Vous inquiétez pas, cherchez pas, docteur, c'est la tête. » Et puis voilà. Mais donc c'était plus fort que lui. C'était vraiment obsessionnel. Bon, vous aussi, vous avez eu des gestes forts, notamment quand il y a eu les photos publiées de votre mari avec Ophélie Winter. Quelle a été votre réaction? Ma réaction, j'ai pris le papier avec les 2 en photo, et puis je l'ai cloué sur la porte de la chambre avec un grand couteau de cuisine. Voilà. C'est tout. Et évidemment, quand il est rentré, puisqu'il tournait, quand il est rentré, il a trouvé la porte close avec ce grand couteau. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je lui ai fait la gueule pendant
2-3 jours, on a une grande explication, il n'y a rien du tout. Mais bon, je ne pouvais pas laisser passer ça quand même, c'était pas possible. Mais moi, je dois dire que moi, c'est vrai que j'étais jalouse, mais quand il y avait de quoi. Pas pour un regard ou pour des interprétations. Vous êtes résolument du côté de la vie aujourd'hui. Après toutes les épreuves que vous racontez et que vous avez bien voulu partager avec nous aussi, en quoi ça vous a renforcé tout ça et ça a renforcé aussi vos enfants ? Je ne sais pas si ça a renforcé mes enfants, mais moi en tout cas, ça m'a appris une chose, c'est qu'il faut toujours tout relativiser. Et je crois que ça vient de mon éducation. J'ai eu la chance d'avoir des bonnes bases et je me suis jamais été grisée par le succès. Alors on a eu des hauts, des bas, mais j'ai essayé toujours de rester sur la ligne de flottaison, voyez, toujours avec du recul. Et donc je continue à me dire, je suis en bonne santé, mes enfants vont bien, bon, il faut avancer dans la vie, pas le choix. Et eux, qu'est-ce que Laurent a quitté la France? Est-ce que c'est lié à... Laurent est retourné aux États-Unis, puisqu'il était parti aux États-Unis. Et il était revenu, il avait mis sa vie là-bas en parenthèse pendant les 2 dernières années pour être là près de son père. Et évidemment, il n'a aucun regret parce il y a eu des moments très forts. Sophie aussi, elle était complètement avec nous, elle habitait l'appartement du dessus. Nathalie, qui vivait avec nous dans l'aile de droite, donc tous les jours était présente. Stéphane venait aussi très souvent. Bon, déjà, le clan s'est reformé autour de lui. Et je dois dire, quand il était au fond du lit, un peu entre deux, conscient et inconscient, mais il ouvrait un œil, il nous voyait, il avait un petit sourire, il était content de nous voir tous là. Donc ça renforce les liens. Et je me dis que ça, c'est une vraie réussite. Lui, qui parlait tout le temps de sa famille, tout ça, personne ne nous l'a pris. C'est ça qui est important. Et puis les enfants, ils vont apprendre à faire sans leur père. Mon fils, il a 48 ans, c'est un homme. Sophie vient d'avoir 35 ans. Nathalie, elle en a 57. Et Stéphane, 54. Donc tous ces enfants-là ne le sont plus, ce sont des adultes. Donc ils vont peut-être tous et certainement se prendre en main. Parce que Bernard avait ce côté très patriarche, chef de famille, chef de clan. Et c'est vrai que parfois, il pouvait un peu, je dirais pas les étouffer, mais entraver certaines envies ou... Je peux pas parler pour eux, bon, mais chacun va faire selon sa route, sa voie. Il prenait beaucoup de place. Il prenait beaucoup de place, oui. Et quel grand-père il était? C'était un grand-père, c'était pas un grand-père gâteux, non. Non, il adorait ses petits-enfants, mais je l'ai jamais vu à 4 pattes. Il les trouvait tous beaux, intelligents, enfin bon. Mais voilà, c'est un grand-père aimant. Il aurait souhaité que vous partiez avec lui, c'est ce qu'il vous a dit. Oui. Dans quelles circonstances il vous a dit ça? Nous étions dans le sud, dans notre maison, le dernier mois. Il était déjà très très mal. Et moi, je dois dire, j'étais extrêmement fatiguée parce qu'il ne voulait personne. Et il arrivait un peu à somnoler un peu dans la journée, mais c'est vrai que les nuits étaient très dures. Il me réveillait très souvent. Et je lui disais, Bernard, il faut que j'ai 1 heure ou 2 pour m'isoler seule dans une chambre et récupérer.
Donc, on avait un chien, mon Babar, que j'adore. Ça, c'est une autre histoire. Bon, on avait notre Babar, qui était toujours entre nous au milieu du lit, il fait quand même 60 kilos. Un gros canet corso. Et dès que j'allais dans une autre chambre, le chien me suivait. Ah non, non, alors, non, rappelle Babar. Je lui dis, mais il n'y a rien à faire, le chien me suivait. Donc au bout de 5-10 minutes, j'essayais de me reposer. Babar, il appelait le chien qui ne voulait pas bouger. Et après, c'était bébé, viens, ça va pas du tout. Donc on revenait dans la chambre. Et une de ces après-midi, donc je m'allonge à côté de lui, je lui dis, écoute, allez, donne-moi la main, tu me laisses me reposer, tu ne me parles pas, j'ai besoin de récupérer, Bernard, je suis fatiguée. Et là, il me serre la main très fort, il me dit, qu'est-ce que t'en penses si on y allait? On y va tous les deux. Mais je lui dis, mais où ça? Et là, il regarde comme ça le plafond, il me dit, bah, tu sais bien. Ah, je dis, non, tu peux pas me demander ça. C'est pas possible. J'ai des enfants, il y a Babar, qui va s'occuper de Babar. Je lui dis, tu peux pas me demander ça, Bernard. Et puis, pourquoi veux-tu qu'on y aille tous les deux? Tu as un nouveau traitement qui t'attend en septembre. On va continuer à se battre. Là, tu as un petit coup de faiblesse, mais ça, tu vas voir, ça va aller mieux. Enfin, bon, voilà. Et il avait vraiment... il était pas sous morphine, hein. Il était très conscient quand il m'a demandé ça. Bon. Et vous allez comment aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais bien. Je vais bien. Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Quand je reçois plein de plis d'huissier de recommandés, aïe, j'ose pas ouvrir tout de suite. J'appelle mon fils. Je lui dis, bon, bah, tu peux venir voir, parce que j'ai pas d'avocat, j'ai pas les moyens d'avoir un avocat. J'ai un liquidateur qui me gère tout ça, à qui j'envoie tout systématiquement. Et puis, heureusement, j'ai ma passion, la danse. Et ça, c'est comme si j'allais chez une psy. Dès que je mets la main sur la barre, j'oublie tout. Mais, pardon, j'ai eu un gros choc encore émotionnel. C'est que mon professeur de danse est décédé il y a 3 semaines. Et Franck Malagoven, qui était, je dirais même pas un professeur de danse, un maître de ballet exceptionnel. Ça faisait 34 ans que je suivais ses cours, à raison de 3 à 4 fois par semaine. Donc, vous voyez, c'était vraiment une relation privilégiée. Il était entièrement dans ma vie. Et là, je dois dire que c'est un peu difficile. Mais je vais continuer à danser. Je vais trouver d'autres cours. Et autrement, j'ai l'amour de ma chienne, qui m'aide beaucoup. On est toutes les deux. C'est ma coloc. Elle est gentille comme tout. Elle ne me contrarie jamais. Elle est toujours de bonne humeur. De bonne compagnie. Et voilà, et j'essaie de prendre la vie du bon côté. On verra ce qui va se passer. Alors vous êtes venu sans votre chienne, mais avec votre sac à main. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce sac à main? Alors, dans mon sac à main... Des objets dont vous ne sépareriez pas. J'ai mon petit agenda, parce que la dernière fois que je suis venue ici, avec Manon qui s'occupe de moi, elle me dit, vous n'avez pas amené votre agenda. J'ai un grand agenda. Bon, je viens à vélo, c'est pas évident de mettre tout ça. Donc, alors j'ai pris mon petit agenda. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un portefeuille, évidemment, mes papiers, un petit étui pour mettre des Kleenex, on ne sait jamais si j'ai la larme à l'œil, mon portable, avec, comme vous pouvez le voir, une photo de mon chien, et évidemment, la photo de mon mari en fond d'écran. Toujours là. Et alors, j'ai un petit livre
J'ai un petit livre sur lequel je note tout ce qui me passe par la tête, y compris la nuit, d'un seul coup, j'ai une phrase. Quand j'ai écrit le livre avec Catherine Siguret, parce qu'il ne faut pas oublier de la nommer, elle a été extraordinaire, elle a su me comprendre à 100%. Et quand on écrivait ce livre donc à quatre mains, la nuit, je me disais « Ah, j'ai oublié de lui dire ça, ah, et puis ça ». Alors, j'ai tout noté dans ce petit bouquin. Et puis, il y a aussi vous parliez de philosophie, il y a vous voyez, Platon, dans Pythagoras. Si notre bonheur consistait à faire ou à choisir ce qui est grand, à éviter et à ne pas faire ce qui est petit, où trouverions-nous le salut de notre vie? C'est pas extraordinaire, ça? On a des leçons à prendre, hein? Merci Dominique Tapie. De rien. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet échange, vous pouvez vous abonner via la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify ou Deezer, et retrouver les interviews de Gala en kiosque et sur gala.fr. À bientôt!